El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Du coup, je pense jamás pour será comprendre la vencido. situation au Moyen-Orient actuellement, il faut d'abord se rappeler qu'est-ce qui est en fait arrivé les derniers grands événements, notamment cette guerre de 12 jours. Du coup, on pourrait commencer par se rappeler un peu les faits. Euh, Du coup, le 13 juin, l'Israël a lancé une vague d'attaques envers l'Iran qui ont frappé plusieurs sites nucléaires et militaires et tué des scientifiques ainsi que des généraux. Et suite à ça, l'Iran a riposté et a lancé aussi des missiles vers l'Israël. Du coup, on a assisté à un conflit ouvert entre ces deux pays. Et le 21 juin, les États-Unis sont entrés dans cette guerre ont bombardé directement depuis les États-Unis des installations nucléaires en Iran également. Et ça, c'est la plus grande attaque dans l'histoire récente, du coup, vraiment un événement important. Et 2 jours après, le 23 juin, du coup, il y a eu la déclaration d'un cessez-le-feu avec un bilan de ce conflit de 1060 morts en Iran, dont des centaines de civils et 26 morts en Israël. Et cette escalade a été légitimée de manière hyper cynique et dégueulasse par Benjamin Netanyahou et par Donald Trump, euh, par une volonté de changer le régime en faveur de la population iranienne. Et les Européens ainsi que la Suisse se sont juste rangés complètement derrière ça et ont répété la même chose, la même propagande belliciste. Par exemple, Merz, le chancelier allemand, il a remercié Israël de faire le sale boulot pour l'Occident. Et je pense qu'on peut aussi se demander quelle est un peu la réaction des gens autour de nous. C'est complètement un peu aussi l'opposé. Non, il y a eu beaucoup de choc, peur d'une grande escalade, d'une troisième guerre mondiale même. Il y a beaucoup de désespoir et aussi de la résignation, mais aussi beaucoup de colère envers les États-Unis, envers l'Israël et envers toute cette hypocrisie de l'Occident. Et c'est aussi parce que personne n'a en fait oublié qu'en même temps le génocide en Palestine continue, en même temps que ces gens parlent de changement de régime pour les femmes de l'Iran, du droit d'Israël à se défendre, ils massacrent des milliers et des milliers de Palestiniens. Et je pense qu'entre ce feeling de choc et de confusion, on doit tout d'abord comprendre pourquoi ça arrive en fait. Et aussi pour couper à travers ces mensonges bellicistes, il nous faut une compréhension de quelles sont les motivations derrière cette escalade. Je pense qu'on peut commencer par l'Israël, où en fait la classe dirigeante israélienne, elle voit l'Iran comme une menace existentielle et elle veut avoir l'hégémonie dans sa région, dans cette région un peu du Moyen-Orient. Et du coup, l'Iran, c'est une menace pour elle. Et surtout parce que la position de l'Iran s'est en fait renforcée dans les dernières années, surtout après la guerre en Irak de 2003. L'Iran a commencé à gagner de plus en plus d'influence aussi dans la région à travers, par exemple, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, mais aussi en Irak et en Syrie, il y a des implications iraniennes. Et ça remet en question la domination de la région par l'Israël qui veut aspirer à être la force dominante dans le Moyen-Orient. Et du coup, depuis des années, la classe dirigeante israélienne, elle veut provoquer une guerre ouverte avec l'Iran, mais elle sait très bien, elle ne peut pas la gagner toute seule. Elle a besoin des États-Unis. Et du coup, à plusieurs reprises dans les derniers 2 ans aussi, on a vu comment elle essaie de pousser les États-Unis aussi à l'escalade. Et c'est aussi la stratégie particulièrement de Netanyahou qui veut faire que les États-Unis combattent ces guerres dans son intérêt. Et du coup, il met aussi une pression sur les États-Unis. Et le point d'appui pour cette pression, c'est le fait que si l'influence israélienne se limite ou l'expansion de l'influence israélienne est limitée, ça veut dire aussi que l'expansion de l'influence occidentale et surtout états-unienne dans la région est en fait limitée. Et du coup, quels étaient les objectifs pour les Israéliens dans cette guerre? C'est que le gouvernement israélien voulait empêcher que l'Iran ait des armes nucléaires, des missiles puissants et aussi voulait s'attaquer au régime iranien. Et à ces motivations qui sont comme partagées dans la classe dirigeante israélienne, il y a les intérêts aussi très étroits de Netanyahou qui s'ajoutent à ça, parce que pour lui, en fait, c'est aussi d'une certaine manière une lutte pour la survie, parce que en Israël, il est énormément délégitimé
Il y a la majorité de la population maintenant qui s'oppose à la manière de comment il mène la guerre sur Gaza parce qu'il n'arrive pas à réaliser ses objectifs de rapatrier les otages et de détruire le Hamas. Et depuis des années, il est aussi sous allégation et même été condamné de corruption. Et du coup, il a aussi vécu des grands mouvements contre lui, des grands mouvements d'opposition autour de, par exemple, la réforme judiciaire, mais aussi sa conduite à Gaza. Et aussi sous l'impact des derniers 2 ans depuis le début du génocide en Palestine, sa coalition sur la base de laquelle il gouverne est très fragilisée parce que les éléments ultra-sionistes qui poussent vers plus d'escalade rendent de plus en plus difficile de gouverner. Et du coup, Netanyahou, lui aussi personnellement, a besoin d'étendre ce conflit pour détourner de ses problèmes internes pour aussi se présenter comme le protecteur de toute la population israélienne. Et quelles sont les motivations pour l'entrée en guerre pour les États-Unis? Où je pense aussi juste historiquement, là on voit l'Israël et depuis sa fondation l'ancrage des intérêts de la classe dirigeante occidentale, mais surtout les États-Unis dans la région. Et dans les dernières décennies, les États-Unis ont aussi perdu de l'influence dans la région avec plusieurs échecs, comme par exemple avec l'invasion de l'Irak en 2003, la guerre civile en Syrie en 2011, mais aussi plus récemment la défaite et le retrait humiliant de l'Afghanistan en 2021. Et ça montre, c'est des symptômes du déclin de l'empirisme américain. C'était des défaites énormément coûteuses. Et on voit aussi un peu quelle est la base économique derrière cette perte d'influence, ce déclin relatif de l'empirisme américain. C'est des rapports de force économique dans le sens où en 1970, 36% du PIB mondial provenait des États-Unis et maintenant c'est que 26, du coup de plus qu'un tiers à presque un quart, ce qui est un grand déclin. Et aussi politiquement, il y a une grande fatigue de ces interventions militaires aussi au sein de la population états-unienne et au sein de la classe ouvrière américaine. Et du coup, les États-Unis peuvent plus jouer le rôle de policier dans le monde en entier et intervenir partout. Et ça fait que aussi ces appuis dans la région du Moyen-Orient se réduisent. Il y a des autres puissances régionales, surtout l'Iran qui en a profité, mais aussi des autres puissances impérialistes mondiales comme la Chine et la Russie qui remplissent ce vide qui est laissé par les États-Unis. Et du coup, ça fait que les États-Unis doivent de plus en plus désespérément s'appuyer sur l'Israël comme un peu plus ou moins le seul allié fiable dans la région. Et sur la base de ce développement historique, il y a aussi un accord au sein de la classe dirigeante américaine et un accord avec aussi les dirigeants israéliens et Netanyahou dans la nécessité d'affaiblir l'Iran. Ou par exemple, je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y avait une vidéo qui a tourné sur les réseaux pendant la guerre de 12 jours où il y a Kamala Harris qui dit en fait la plus grande menace aux États-Unis c'est l'Iran et aussi ces attaques qui étaient lancées envers l'Iran pendant cette guerre de 12 jours étaient en fait faits sur des plans établis par l'administration de Biden. Du coup, on voit il y a vraiment... C'est pas une question de parti, mais c'est en fait toute la classe capitaliste américaine qui est aussi en accord sur la nécessité d'agir contre l'Iran. Et c'est aussi parce qu'il y a une partie importante de la classe dirigeante américaine qui ne veut pas accepter le déclin en influence des États-Unis et s'attache aussi à cet interventionnisme américain partout pour comme, assurer la continuation de leur hégémonie mondiale. Mais en plus de ça, il y a aussi aux États-Unis des acteurs qui poussent depuis longtemps pour une guerre contre l'Iran. C'est notamment les néoconservateurs et aussi le lobby sioniste qui est très fort, qui est vraiment partie de la machine d'État américaine qui est matériellement et politiquement très très ancrée. Et sur la base de ça, les pressions de Netanyahou et de la classe dirigeante israélienne peuvent à un certain degré aussi s'imposer aux États-Unis et particulièrement pendant une situation comme ce conflit ouvert entre l'Israël et l'Iran, cette pression, elle augmente fortement. Et aussi notamment parce qu'au début de ce conflit, la riposte iranienne semblait assez faible. Du coup, il y avait vraiment une pression pour dire maintenant c'est le moment d'intervenir et beaucoup de pression qui était mise de la part de ces acteurs-là. Et
Du coup, on peut se poser la question comment est-ce que Trump il joue dans cette constellation où je pense qu'on a déjà établi qu'il y a beaucoup de pression envers cette escalade, qu'il y avait beaucoup de pression envers cette escalade et pour une intervention. Parce que aussi Trump s'attache de défendre l'impérialisme américain, mais il existe aussi des pressions contraires où notamment Trump il s'est fait élire sur la base des promesses de finir les Forever Wars, les guerres éternelles, de sortir de l'Ukraine, sortir de Gaza, ce qui a déjà montré c'est des échecs. Et la stratégie de Trump, c'est aussi plus se concentrer sur les sphères d'influence traditionnelles des États-Unis et se concentrer sur son ennemi principal, la Chine, par exemple avec la guerre commerciale. Et dans ce sens-là, il veut s'opposer à l'interventionnisme américain partout et il favorise plutôt un retranchement. Et du coup, dans ça, il se trouve aussi en rupture avec cette vieille garde de la classe dirigeante américaine, démocrate comme républicaine, qui s'attache à cet interventionnisme. Et aussi, on a vu généralement Trump, il préfère les négociations. Non, c'est un peu la logique du businessman d'immobilier, où il s'est aussi, dans la dernière période, pas mal distancé, plus de Netanyahou, en négociant aussi avec les gouvernements arabes. Il a fait comme un tour du Moyen-Orient et explicitement, il n'a pas visité l'Israël, où il a conclu plusieurs deals, un deal avec l'Arabie Saoudite. Il a aussi mis fin aux sanctions sur le nouveau gouvernement en Syrie et il était aussi en train de négocier avec le gouvernement iranien par rapport au nucléaire. Et du coup, Trump, il se laisse moins un peu dicter les termes d'intervention américaine par Netanyahou et il veut agir dans une manière plus stratégiquement alignée avec ses objectifs et ses promesses. Du coup, on voit Trump, il est comme aussi tiré dans plusieurs directions à la fois. Il se trouve dans une situation très contradictoire. Et on a aussi vu et on sait que son comportement est en général déjà pas mal erratique. Il saute d'une position à l'autre parce qu'il a aussi une méthode très empiriste de changer un peu son plan sur la base des impressions superficielles où il a certaines idées stratégiques claires, mais c'est pas un plan très défini. Et ça, c'était aussi visible dans son comportement pendant la guerre de 12 jours, où au début, il disait « Ah non, nous, on a rien à voir avec cette attaque depuis l'Israël. » Et « Ah, c'est pas clair si on veut intervenir aussi. » Mais après qu'il s'est lancé dans une participation vraiment sur le terrain, le discours c'était « Ah oui, on savait dès le début, aussi parce qu'il doit se montrer comme étant un peu l'homme fort. » Mais on voit aussi très bien où on a vu pendant cette escalade qu'il n'est pas maître ultime de la situation, où par exemple il était méga enragé par Netanyahou qui a attaqué l'Iran malgré le cessez-le-feu, où il disait littéralement « They don't know what the fuck they are doing ». Non, il y a aussi cette vidéo qui a tourné pas mal sur les réseaux. Et Trump, il a du coup fait un pari assez risqué sur la base de cette réponse faible au début, sur la base de ces pressions-là qu'il avait aussi. Il voulait faire une intervention forte, un peu one and done, une attaque décisive pour remettre l'Iran à leur place, se sortir rapidement et se présenter comme l'homme fort. Mais ça s'est joué avec le feu, où il ne pouvait pas savoir justement comment l'Iran allait réagir, comment le conflit allait se développer. Et ça montre que malgré ses promesses électorales et sa préférence pour les négociations, il ne peut pas non plus s'opposer à toute la machine d'État américaine et surtout les nécessités pour un impérialisme hégémonique en déclin, parce que à la fois il peut plus défendre toutes les sphères d'influence, mais il ne peut pas non plus juste les abandonner et comme inviter des autres forces à remplir l'espace laissé. Du coup, il y a comme aucune bonne solution aussi pour lui, il se trouve dans une situation pas mal contradictoire. Et je pense, sur la base de cette compréhension indépendante de toute cette propagande belliciste et des intérêts de la bourgeoisie et des classes dirigeantes, on peut aussi et on doit élaborer une position dans l'intérêt des opprimés du monde entier. Et notre position en tant que communiste, nous, on dit pas les pattes de l'Iran, parce que l'impérialisme américain, c'est la force la plus réactionnaire du monde en entier, qui a détruit en fait toute la région du Moyen-Orient et est directement responsable pour les conditions absolument affreuses dans beaucoup de pays, soit par la destruction directe dans les interventions, soit par des sanctions hyper violentes ou par l'action de ses alliés comme l'Israël. Et
L'Iran, certes, c'est un pays avec certaines aspirations impérialistes dans la région, mais c'est pas du tout un ennemi sur pied d'égalité avec l'Israël et les États-Unis, parce que c'est aussi en même temps un pays qui est dominé par l'impérialisme occidental depuis des décennies. Et ça se reflète aussi dans la conscience de la classe ouvrière et la jeunesse iranienne, qui détestent plus les États-Unis que leur propre régime méga répressif, où durant les attaques, ils ont aussi proclamé Down with America, we stand until the end. Pas avec les États-Unis, nous on tient jusqu'au bout. Et du coup, nous, les communistes, on condamne l'impérialisme états-unien et israélien et cette agression absolument non provoquée envers l'Iran, où évidemment, on sait très bien, le gouvernement iranien et sa classe dirigeante sont hyper réactionnaires. C'est le fruit de la contre-révolution de 1979. Mais cette guerre, c'est pas une question de régime politique comme on veut nous faire croire, de la démocratie israélienne contre l'autocratie iranienne. Ça, c'est le discours de la classe dominante. Mais c'est une question de la base économique. Quel est le rapport de force entre ces deux pays? Où, comme j'ai essayé d'expliquer, il y a une différence très très claire entre les États-Unis et l'Israël d'un côté et l'Iran de l'autre côté. Et en tant que communiste, on se demande aussi toujours quelles sont les conséquences pour la lutte des classes si un des côtés gagne. Ou s'il y avait eu ce changement de régime dont parlent Trump et Netanyahou, c'est très clairement pas l'instauration d'un État ouvrier démocratique représentant les intérêts de la population qu'il voulait instaurer, mais un régime dans l'intérêt de l'impérialisme occidental, encore une marionnette pour avancer leur domination dans la région. Et de l'autre côté, une victoire... et en plus, une victoire de l'Israël serait un coup énormément dur pour les classes ouvrières de toute la région, où ça renforcerait l'État sioniste, tandis que de l'autre côté, sa défaite, ça montrerait que c'est un régime qui n'est pas invincible, et ça renforcerait du coup aussi la confiance des masses dans la région de vaincre contre le régime sioniste. Et du coup, maintenant, on peut aussi se demander quelles étaient les conséquences de cette escalade, parce que tout le monde dit qu'ils ont gagné, mais quelle est vraiment la réalité? Ou je pense sur de la perspective ou du point de la situation en Israël, ça montre pas du tout la force de l'Israël, mais plutôt les limites de sa capacité militaire, de sa domination dans la région et aussi du projet sioniste en entier. Après le conflit, on a vu Netanyahou qui disait Israël, c'est maintenant un pays parmi les premières puissances du monde. Et ça, c'est juste en clash complète avec la réalité. Parce que tout d'abord, aucun de leurs objectifs de guerre a été réalisé. Et il n'y avait ni la destruction du nucléaire iranien, ni de leur capacité de missiles, ni un changement de régime. Et au fil de ce conflit, il y a même plutôt les faiblesses de défense israéliennes qui se sont révélées, ou par exemple le Iron Dome, leur système de protection aérienne qui a une dimension presque mythique, a subi un grand déclin en efficacité de plus que 90% à autour des 65% au fil de même pas 2 semaines. Du coup, c'est un énorme coup pour un régime qui se base sur la promesse d'être le seul garant de sécurité pour les Israéliens et surtout les Juifs. Et pendant ces 12 jours, on a aussi vu des missiles qui ont touché les grandes villes israéliennes. Et ça provoque une grande peur et aussi une remise en question de la promesse sioniste parmi la population, où ça amorce un peu un développement dans ce sens. Et il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui essayent de quitter le pays déjà depuis octobre 2023, mais encore plus depuis l'escalade avec l'Iran. Mais ça leur est interdit parce qu'il y a, par exemple, un stop sur les ventes des billets de one-way avec les avions. Mais aussi dans les dernières semaines, il y a un comité qui a été fondé qui décide qui a le droit de quitter le pays. Du coup, c'est vraiment le régime sioniste qui prend sa propre population en otage dans un certain sens. Et pendant cette escalade, on a aussi vu les lignes de classe au sein de l'Israël s'affirmer progressivement de plus en plus. Par exemple, avec des témoignages de manque de bunkers dans les voisinages plus pauvres, ou aussi plusieurs endroits de protection où les Palestiniens avec un passeport israélien étaient tout simplement exclus, tandis que les riches ont leurs propres bunkers tout luxueux, privés, dans leurs appartements déjà.
Et du coup, ça montre très 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 bien un peu cette fossé. Et aussi, l'Israël maintenant se retrouve de plus en plus isolé dans la région, parce que aussi cette faiblesse qui était un peu prouvée ou dévoilée pendant cette escalade, et le renforcement relatif de l'Iran, ça fait que les pays arabes veulent plutôt s'approcher de l'Iran que de l'Israël, parce que aussi tout rapprochement avec l'Israël, c'est méga méga impopulaire parmi toute sa population. Et par rapport aux États-Unis, ça montre aussi le déclin relatif des États-Unis, où Trump il a décrit l'intervention après coup comme un grand succès et d'avoir complètement juste détruit le nucléaire en Iran, où il a parlé de annihilation. Mais chaque jour après, avec toutes les nouvelles informations qui sortent, il a dû relativiser ces affirmations. Et finalement, on est juste arrivé un peu à une attente significative au programme nucléaire. Parce qu'en fait, ce qui était révélé, c'était que d'un côté déjà, l'uranium enrichi était déjà éloigné des centres nucléaires bien avant l'attaque. Et que aussi beaucoup des infrastructures nucléaires en Iran sont en fait construites souterrains. Et étaient pas ou que superficiellement touchés par les frappes américaines et israéliennes. Et du coup, c'est aussi un objectif qu'ils n'ont pas réalisé. Et en fait, c'était plutôt une défaite stratégique pour l'impérialisme américain, parce que quel signal est-ce que ça envoie quand un pays comme l'Iran, qui est pauvre, qui est affaibli par les sanctions et par l'histoire des interventions dans la région, peut s'opposer à la première puissance militaire du monde. Ça envoie un signal assez puissant déjà aux ennemis des États-Unis, mais aussi à leurs alliés, dans le sens de « Ah oui, la protection des États-Unis, en fait, elle garantit pas une sécurité absolue comme ça ». Et aussi par rapport à Trump, ça montre une faiblesse du Trumpisme, parce qu'il a dû rompre de manière très très ouverte avec les promesses sur la base desquelles il s'est fait élire, d'être le président anti-guerre, anti-État profond, etc. Du coup, il y a aussi pas mal une désillusion dans la base de MAGA qui a commencé, parce que sa base sociale est aussi énormément fatiguée et en colère contre tous ces présidents bellicistes. Il y a aussi pas mal des vétérans qui ont voté pour Trump, en opposition à cet establishment républicain et démocrate qui pousse pour l'interventionnisme. Et Trump, il a aussi averti pendant l'escalade, et en général, qu'une escalade entre l'Iran et les États-Unis aurait des impacts économiques directs et très importants, parce qu'en fait, l'Iran pourrait décider de fermer le détroit de Hormuz, par lequel 20% du pétrole mondial passe, ce qui ferait énormément augmenter les prix. Et ça s'ajouterait déjà aux énormes coûts de la guerre, à la méga austérité que Trump il impose à travers le Big Beautiful Bill par exemple, et aussi en plus de l'endettement massif des États-Unis. Et ça pose un grand risque de perte de confiance en Trump, qui s'est fait justement aussi élire sur des promesses de garder les prix bas et de résoudre des autres problèmes de la classe ouvrière. Du coup, continuer dans cette direction, ça ferait aussi un split dans la base de Trump autour des questions de classe. Et maintenant, quelles sont les perspectives un peu? Je pense cette escalade, ça prépare une qui est encore plus grande. Je pense que c'est vraiment une spirale vers le bas, on pourrait dire, parce que en fait, aucune des causes pour la confrontation a été résolue, mais plutôt renforcée. Tout premièrement, ça pousse l'Iran plus vers un développement rapide des armes nucléaires, parce que la conclusion pour eux, c'était pas « Ah oui, on était attaqué parce qu'on avait le nucléaire », mais plutôt parce qu'on ne l'avait pas. Et aussi, toutes ces promesses de négociation des États-Unis peuvent en fait pas être prises comme garantie. Du coup, ça pousse l'Iran aussi à la recherche des alliés pour renforcer leurs militaires, leur nucléaire. Et en vue de la faiblesse de l'Israël et des États-Unis, ça les pousse aussi plus vers la Chine et vers la Russie. Et deuxièmement, aussi pour l'Israël, ce besoin d'affaiblir l'Iran, et pour Netanyahou, le besoin de distraire de ses problèmes domestiques avec un ennemi extérieur, tout ça reste en place. Ils vont aussi vouloir
d'abord établir leur capacité militaire avant de reprendre le conflit, mais la classe dirigeante israélienne, elle va pas abandonner la lutte contre la menace iranienne. Et justement parce qu'ils ne peuvent pas tolérer que quelqu'un d'autre dans la région ait des armes nucléaires, la classe dirigeante israélienne doit avoir une stratégie encore plus agressive à cause aussi de son isolation et à cause de comme l'accélération du développement vers le nucléaire qui va être déclenché en Iran. Et troisièmement, sur le point des États-Unis, les États-Unis se retrouvent encore plus isolés maintenant dans la région parce que les régimes arabes étaient poussés ensemble aussi pendant cette escalade et Trump, il n'a pas réussi à maîtriser Netanyahou comme il voulait. Il n'a pas non plus réussi à détruire la menace des armes nucléaires en Iran et à pousser plus vers une alliance de l'Iran avec la Russie et la Chine. Du coup, ça pose des grands problèmes. Du coup, ça veut dire que le prochain conflit qui va avoir lieu va devoir être encore plus important, mais les conditions sont devenues encore plus dures et compliquées pour une réussite pour l'Israël et les États-Unis. Et à ça, en plus, s'ajoute que la situation en Palestine est toujours pas résolue, et ça, c'est juste une provocation permanente pour toutes les populations dans la région et ça a un potentiel révolutionnaire dans toute la région. Et du coup, question importante aussi, c'est quelles sont les implications sur la conscience suite à ce développement, où on a vu la classe dirigeante occidentale aussi en Suisse pousse pour une méga peur de l'Iran et peur de la guerre en Europe en général et appuie aussi au fil de ces événements la nécessité de défendre la démocratie contre la tyrannie et même ce remerciement de Merz à Netanyahou pour faire ce sale boulot pour l'Occident, ça montre qu'en fait ils s'en servent pour faire passer la pilule amère de la militarisation et de l'austérité massive qui est nécessaire pour la financer, la nécessité pour eux de faire payer les guerres à la classe ouvrière. Et ils s'en servent aussi pour légitimer la répression du mouvement anti-guerre, vraiment les calomnies qui sont lancées contre toutes les figures qui s'expriment contre le génocide en Palestine, où dernièrement on a vu à Glastonbury ce groupe Bob Villain qui s'est exprimé pour la Palestine et après s'est vu retirer leur visa des États-Unis pour leur tour, c'est vu juste les pires titres dans les journaux, même des journaux qui disaient il faudrait bombarder en fait Glastonbury, des trucs vraiment lunaires. Et on voit aussi que juste la situation au Moyen-Orient, c'est un facteur politique important partout dans le monde maintenant, où les yeux des jeunes et de la classe ouvrière sont vraiment rivés sur le Moyen-Orient, surtout depuis le début de l'offensive génocidaire sur Gaza. Et avec chaque escalade dans la région, on assiste encore à une politisation plus profonde, parce que aussi cette question, elle cristallise un mood général de mécontentement et de haine contre le statu quo et contre ceux au pouvoir. Et ça accélère aussi de la désillusion avec l'establishment politique, avec l'État, avec les médias, avec tout ça, parce que ça dévoile l'impérialisme et l'hypocrisie des gouvernements occidentaux. Et ça fait aussi une grande pression, cette question du Moyen-Orient, sur toutes les organisations politiques de se positionner. C'est un peu le litmus test, le critère décisif. Est-ce que tu es pour la libération de la Palestine ou non? C'est avec cette question que beaucoup des jeunes et des travailleurs testent les organisations politiques aujourd'hui. Et du coup, sur la base de notre position en tant que communiste, on doit aussi déduire notre position sur qu'est-ce qu'on peut et doit faire chez nous en Occident. Où déjà, je pense, on l'a vu, c'est très clair, nos gouvernements sont absolument complices de ces atrocités. Ils ne font absolument rien pour arrêter le massacre des Palestiniens et l'escalade de la guerre au Moyen-Orient. Même un peu ces paroles vides en soutien à la Palestine se sont juste tout de suite éteintes à l'escalade avec l'Iran, où on doit être très clair, on peut avoir aucune confiance dans nos États et dans nos classes dirigeantes. C'est aussi une conclusion que partagent beaucoup de gens assez instinctivement dans le mouvement pour la Palestine. Et je pense de l'autre côté, on voit aussi pas mal un sentiment d'impuissance à cause aussi des expériences dans le mouvement pour la Palestine
des derniers 2 ans, parce que depuis 2 ans on lutte, mais on n'a pas encore pu arrêter ce génocide. Du coup, il y a beaucoup des gens qui recherchent des gens qui font quelque chose. Ils veulent pas du tout ces mots vides et ces déclarations diplomatiques et ce blabla, mais ils cherchent des gens qui prennent de l'action, ce qui est aussi visible dans tout cet espoir qui était mis dans la flottille de la liberté et les autres initiatives de ce type, où en fait, qu'est-ce qu'on voit là? Il y a 12 personnes avec un peu des biens d'aide qui sont dans un petit bateau et il y a des millions qui leur suivent sur les réseaux. Il y a des milliers qui manifestent spontanément dans les gares en Suisse. Mais à elle seule, c'est impossible quand un petit bateau comme ça non, peut s'opposer à tout l'État israélien. Du coup, ça montre aussi le désespoir non, de s'attacher à tellement un peu 12 personnes avec quelques sacs de farine avec eux. Et je pense qu'on peut aussi voir sur la base de ces expériences, comme aussi ces manifs spontanés et toute cette solidarité, ça montre qu'il n'y a pas une manque de volonté de lutte ou manque d'énergie, puisqu'il existe un énorme potentiel pour un mouvement aussi très très puissant. Du coup, la question, c'est comment utiliser en fait cette puissance, comment utiliser efficacement nos ressources. Si ce n'est pas les flottilles qui peuvent réussir à libérer la Palestine, quelle force peut réussir dans la lutte contre l'impérialisme? Et en tant que marxiste, nous on dit très très clairement, la seule force qui est capable de faire chuter l'impérialisme, c'est la classe ouvrière. On a clairement vu les appels aux États impérialistes servent absolument à rien. Nous devons les forcer à arrêter le soutien à l'Israël, leur soutien qui permet la continuation de cette campagne génocidaire sur Gaza et la mise en feu de toute la région. Et les leviers pour ça, ils sont où? C'est dans les mains de la classe ouvrière, parce que sans elle, il n'y a aucune arme qui est produite, envoyée, transportée, etc. Et on a vu aussi pas mal d'exemples de mobilisation dans les lieux de travail qu'il faut absolument généraliser. Et aussi qu'on voit, ils sont de plus en plus fréquents, où je peux vous donner quelques exemples, où il y a au Nouveau-Brunswick la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick, qui représente environ 35 000 travailleuses et travailleurs, qui a passé une résolution de refus de charger et transporter les livraisons d'armes envers l'Israël et pour un embargo national sur les armes. Mais aussi en Europe, à Marseille, on a vu les Dockers et leurs syndicats qui ont refusé de charger plusieurs livraisons des pièces détachées d'armes comme pour des mitrailleuses et des canons en direction de l'Israël. Et leurs collègues à plusieurs ports en Italie, où les bateaux en question étaient censés s'arrêter, ont manifesté, ont checké qu'il n'y avait vraiment pas des parties d'armement dans ces bateaux. Et il y avait aussi les dockers du Pirée en Grèce qui ont refusé la cargaison des matériaux comme l'acier pour les militaires israéliens et qui ont appelé à une grande mobilisation. Et du coup, ça montre dans le meilleur levier de la classe ouvrière. Il découle de sa part, sa position dans la production. Et c'est là où elle peut aussi réellement arrêter la machine de guerre israélienne. Et ces exemples, notamment aussi de Marseille et l'Italie, la France et l'Italie, ça montre aussi l'internationalisme dans cette coordination entre les travailleurs pour vraiment faire aboutir ces actions. Mais on doit aussi constater de l'autre côté que ces actions malheureusement restent trop souvent isolées. S'il y avait une vraie mobilisation massive et une généralisation de ces actions, on peut vraiment arrêter la machine de guerre israélienne. Et nous devons aussi les lier aux revendications des travailleurs contre les patrons qui s'intéressent que à leur profit. Et un exemple de ça, il y avait l'année dernière une campagne en Italie qui s'appelait baisser les pistolets, augmenter les salaires. Non, ça se lie assez facilement. Les mêmes patrons qui envoient des armes pour massacrer des Palestiniens nous coupent les salaires, nous intensifient le travail, etc. Et du coup, c'est qui pourrait généraliser ces actions? C'est les organisations de masse de la classe ouvrière comme les syndicats et les partis ouvriers. Et on a déjà aussi vu des exemples de leur puissance de mobilisation pour la Palestine. Par exemple, il y a quelques semaines à Berne, il y avait les syndicats et le PS qui ont fait appel à une grande manifestation et ça fait venir des dizaines de milliers à une manifestation nationale.
Mais on a aussi vu là que sans programme indépendant, ces organisations restent bloquées à une opposition morale aux guerres et à des appels en fin de compte au Conseil fédéral. L'exemple du président du PS, Vermouth, montre ça très bien, où il a dit à la manif depuis des mois et des mois, on me pose une question et je ne sais pas comment répondre. Et cette question, c'était pourquoi le gouvernement il ne fait rien pour finir ce génocide. Du coup, si tu n'as pas une réponse à cette question, c'est la conclusion, c'est faut juste leur mettre plus de pression, leur ouvrir les yeux pour qu'ils respectent les droits humains et la constitution suisse. Du coup, sans compréhension des intérêts de la classe dominante occidentale, y inclut la Suisse, à soutenir l'Israël sans position indépendante et aussi une confiance dans la classe ouvrière, ces organisations jouent plutôt un rôle de frein et canalisent le mouvement dans des voies sûres de justement simple opposition morale et des appels au gouvernement. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est en fait un parti communiste de masse qui peut amener un programme indépendant de classe et accélérer les conclusions que tirent les gens plutôt que jouer un rôle de frein. Et ça devrait être un parti qui montre que la raison derrière ce soutien au massacre au Moyen-Orient et les autres points de polarisation comme la vague d'austérité, les mesures racistes anti-immigrés, la répression des mouvements sociaux, toutes ces choses ont une même raison. La raison derrière, c'est la même, c'est le fait qu'il y a une classe minoritaire qui a tous les leviers de l'économie, de l'État, des médias dans ses mains et qui fait tout pour protéger ses profits. Il ne faut pas prendre dans tout ça la Palestine ou ces autres questions comme des points séparés, mais il faut unir les luttes contre toutes les expressions de la barbarie capitaliste et contre cette raison fondamentale, contre cette classe parasitaire. Parce que ça nous donnerait aussi la possibilité d'orienter toute l'énergie qui existe dans des voies révolutionnaires pour renverser le gouvernement impérialiste et les classes dominantes chez nous. Parce qu'il faudrait justement cette mobilisation énorme contre l'envoi d'armes. Et déjà, on a vu les germes de ce qui est possible avec ces exemples dont j'ai parlé, avec le pouvoir de la classe ouvrière, mais on veut pas seulement juste arrêter le massacre en Palestine, non, on veut un monde sans guerre complètement. Et pour ça, on doit renverser la classe dirigeante parce que tant qu'eux sont au pouvoir, ils vont continuer à tirer l'humanité dans la barbarie. Du coup, aussi en Suisse, la meilleure chose qu'on peut faire pour ça, c'est que nous, et aussi pour avancer la libération des Palestiniens et de tous les peuples du Moyen-Orient, c'est de lutter contre notre propre classe dirigeante ici, au sein d'une internationale. Et il n'y a personne qui s'est doté de ces tâches de construire un tel parti communiste révolutionnaire, sauf nous. Mais actuellement, on le voit très bien, on est beaucoup trop petits. Mais on voit aussi, sous l'impact de la crise, sur la conscience, il y a un pool de plus en plus large de gens qui tirent des conclusions révolutionnaires, qui se forment. Et avec eux, nous pouvons vraiment grandir et on peut commencer un début de la construction de ce futur parti communiste de masse. Du coup, tous ceux qui font partie de ce pool, je vous appelle à nous rejoindre et aussi à nous aider à porter cet appel dehors et le porter partout. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.